bonjour. Des nouvelles du SPAL. Connaissez-vous bien le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil? Ce matin, Jacqueline Pierre, c'est une chronique mensuelle désormais, hein, vous le savez. Ce matin, donc, Jacqueline Pierre qui est aux communications du SPAL. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Merci. Agent Pierre, devrais-je dire. Et Fanny Perra également, agent Perra aussi. Oui. Merci de votre visite. Plaisir. Alors, j'avais hâte d'être ici. Il y a des questions du public, on va y revenir un petit peu plus tard, oui. bien sûr. Donc, ce matin, d'abord, on va parler de cette semaine de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Hein? Exact. Et puis, on va aussi parler de cette campagne de sensibilisation visant l'achat des services sexuels dans un premier temps. Tout à fait. On va commencer par ça, puis plus tard, on verra le temps alloué pour les autres sujets. Donc, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est que le ministère de la Sécurité publique a mené 2 campagnes. Du 1er au 7 mars, on a eu la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle sur les mineurs. Oui. Si vous nous suivez sur Facebook ou encore sur Instagram, les plateformes diverses, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. On a aussi partagé une vidéo de François Bonnardel, en plus d'une vidéo d'une sergente détective chez nous qui a suivi une formation qui est spécialisée en la matière. Okay. Donc là, on parle du 1er au 7 mars. Plus tard, le MSP, encore toujours le ministère de la Sécurité publique, a mis en branle une campagne de sensibilisation qui dure du 10 mars au 31 mars, donc ça prend fin à la fin du mois. C'est une campagne de sensibilisation qui va cibler les individus qui font l'achat de services sexuels. Okay. Donc, dans ce contexte-là, je me suis dit, quoi de mieux que de faire venir avec nous au micro notre policière, agente pivot principale à notre section. La section s'appelle, c'est une équipe intégrée en exploitation sexuelle. Donc, ça a été fondé en 2018. On a, au sein de cette section-là, on a 3 sergents détectives, une agente pivot, une travailleuse sociale à même la section, un lieutenant. Donc, je vais laisser à Fanny Perra l'opportunité de développer avec vous là, en quoi ça consiste. Bonjour d'abord, Fanny Perra. Merci d'être là. Donc, on a pu voir, je le disais à micro fermé, là, dans cette série, c'était du côté de... Police avant-gardiste. Police avant-gardiste. Donc, à l'époque, c'était cette police de proximité. Je ne sais pas si on peut encore en parler de ça, réseau, etc. Mais vous étiez très présente, puis on vous voyait également. Donc, il y a une approche. On pourrait dire qu'il y a une approche Longueuil de la problématique? En fait, peut-être une approche Longueuil, mais l'équipe intégrée en exploitation sexuelle est issue de différents constats dans les années là, où le SPAL travaillait. Il y a un modèle, en tout cas. Au niveau de l'exploitation sexuelle. Il y a différents services de police qui ont opté pour des manières différentes, mais ce qui rejoint les interventions, c'est de mettre les personnes qui marchandent ou qui font de la prostitution au centre de nos interventions, qu'il y ait une dénonciation ou pas. Okay. Donc, moi, je fais partie de l'équipe intégrée. Je suis agente pivot, donc mon bagage, je viens de la prévention. Mon but, c'est de faire des liens avec les partenaires, de faire un peu un œil sur une vigie sur l'agglomération de Longueuil pour être capable de cibler en amont des personnes qui pourraient avoir dans leur vie certaines vulnérabilités à être recrutées pour l'exploitation sexuelle. Ceci étant dit, en 2014, la loi a changé au niveau de la marchandisation de services sexuels qui était autrefois, on va se le dire, un crime de mœurs. Donc, c'était souvent les personnes qui offraient leurs services qui étaient visées. Et ce qui faisait que ça les marginalisait encore plus et ce qui faisait qu'ils n'osaient pas dénoncer. Avec les recherches... Donc, c'était dissuasif à quelque part. Donc, il y avait quelque chose... Vous êtes le plus vieux métier du monde. Il y avait quelque chose de... c'était grossière indécence ou des choses du genre qui n'existent plus ou à peu près, ce genre de... c'est qu'on a le vocabulaire a changé. Dans un phénomène. Oui. L'exploitation sexuelle, c'est un phénomène qui a différents acteurs. Et c'est ça, en 2014, la loi a changé, qui fait en sorte que les personnes qui offrent leurs propres services sexuels ont une immunité face à la loi. Mais ce qu'on veut travailler, c'est la triangulation, donc les gens qui vont trafiquer ces personnes-là et bien évidemment les gens qui vont en acheter, qui vont créer l'offre et la demande. Donc, si on ne travaille pas l'accès... la pointe de l'acheteur, du client, bien, on va un peu donner des coups d'épée dans l'eau. On veut travailler la demande de services sexuels. Et c'est pour cette raison-là qu'à travers il y a eu une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle et il y a eu des recommandations qui ont été faites
et le ministère de la Sécurité publique au Québec a le mandat de faire avait le mandat de monter un programme pour la sensibilisation des personnes qui achètent des services sexuels, autant d'une personne mineure que d'une personne majeure. Il faut comprendre que les conséquences ne seront pas nécessairement les mêmes, mais que c'est criminel des deux côtés d'acheter des services sexuels ici au Canada. Au Québec, on a décidé de différentes manières de pouvoir travailler cette triangulation-là du phénomène de l'exploitation sexuelle. Mais aujourd'hui, je m'en viens plus vous parler de l'aspect de la journée de sensibilisation, du programme de rechange que le MSP a mis sur pied à travers un projet pilote qui va être là jusqu'en mars 2026. Juste ajouter, vous avez raison de dire que le vocabulaire a changé. Parce qu'avant, tu me corrigeras, Fanny, on avait une répression qui était appliquée au niveau des travailleuses elles-mêmes. Oui. Et c'est ce virement-là, justement, de cap qui s'est passé. Définitivement. Avant que vous continuiez, Fanny, on va juste fermer votre micro, puis je vais vous demander de bien le placer devant vous parce que là, vous parlez à côté. Voilà. Donc, ça c'est bon. Mieux. Alors, je me sens renaître. Fanny, est-ce que vous voyez vos notes, là? Oui, certainement. OK, c'est bon. On continue. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu le développement d'un programme de mesures de rechange axé sur l'intervention et la sensibilisation aux clients. OK. C'est pas quelque chose qui n'existait pas au Canada. Dans l'Ouest canadien, il y a des journées de sensibilisation comme ça qui se nomment John School. Au Québec, on a décidé de le nommer le programme CES. CES qui... Comme dans CSC. CESSES. Je vais vous nommer l'acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un programme de rechange axé sur le changement de comportement, la conscientisation, l'éducation, la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle. Okay. C'est un très grand nom. D'autres vont pouvoir nommer que ça s'appelle des John School. Peut-être qu'un John, en anglais, c'est un client. OK. Donc, au Québec, ça s'appelle un John School. Le but de ce programme-là, si on peut l'appeler ainsi, c'est de diminuer significativement la demande pour l'achat de services sexuels en général. Donc, que ça soit, il y a des équipes qui sont formées pour faire des opérations d'achat de services sexuels de personnes mineures. Nous, à Longueuil, on va aussi faire ceux de personnes majeures. Donc, ça va être une personne majeure qui va offrir ses services sexuels. Et à travers le Québec, il y a d'autres endroits là, qui vont procéder de la même manière. Donc, sachez-le, au Canada, c'est illégal d'acheter des services sexuels. C'est criminel. On peut avoir des conséquences. Mais le but aussi, c'était de sensibiliser les gens, ne pas nécessairement juste donner un dossier criminel s'ils achètent, mais bien de les conscientiser. C'est pour ça que le programme CES a été mis en place parce que le client fait partie de la pierre angulaire du phénomène de l'exploitation sexuelle. Ça, à Jean Perra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est arrêté, on le suit, on l'accompagne? Qu'est-ce qui arrive à partir de là? En fait, depuis 2021-2022 que le programme CES a été mis en place ici au Québec, sur le territoire longueuillois, on a fait environ une trentaine d'opérations policières. On a arrêté plus de 200 personnes là, qui voulaient solliciter les services sexuels d'une personne majeure. Donc, à travers ces journées d'opération-là, si une personne se qualifie selon le procureur de la Couronne, on a un procureur de la Couronne parce que ça prend beaucoup de partenaires pour pouvoir déployer un programme de ce genre-là. Donc, le procureur de la Couronne... Tu ne te lèves pas un matin et tu dis, voilà le programme. C'est au contraire, il y a beaucoup d'acteurs autour de oui, cette affaire-là. Oui, c'est la force de ce programme-là aussi. Il y a de la recherche qui a été mise en place. Je me demande, est-ce qu'il y a une arrestation, le dossier est soumis au DPCP avant que la décision pour l'adhésion au programme s'applique? En fait, au moment de l'arrestation, on explique à la personne qu'on a arrêtée qui peut faire partie d'une mesure de rechange à la loi qui est vraiment spécifique au niveau de l'achat de services sexuels adultes et non mineurs. Bien évidemment, une mesure de rechange ne pourrait pas être mise en place pour une personne mineure. Tolérance zéro. Tolérance zéro, exact. Mais
ce qui va être observé au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, quand il va recevoir le dossier qu'on va lui soumettre, c'est est-ce que la personne, elle a eu des antécédents en violence conjugale, en violence sexuelle auprès de femmes. Donc, c'est ce qui va être évalué. La personne, si elle a absolument rien, elle peut bénéficier de ce programme de déjudiciarisation-là qui va faire en sorte que la personne va être amenée à participer éventuellement à une journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation. Okay. Il y a une amende ou des sous qui vont être versés au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis je veux le préciser. Ces sous-là vont aller directement aux organismes qui travaillent et qui œuvrent pour venir en aide aux personnes qui offrent leurs services sexuels. Donc, ce n'est pas à travers tous les crimes. Et c'est vraiment pertinent de pouvoir le faire parce que c'est vraiment une clientèle qui a de multiples besoins. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir redistribuer ces sommes-là à ces organismes-là. Alors, il se passe quoi dans cette journée-là, Jean Perra? Je reviens avec ça. Donc, on explique la journée, il y a une journée de sensibilisation. Ils vont être contactés par le CIVAS, qui est le Centre intégré en violence et au niveau des transgressions sexuelles, qui est basé sur la Rive-Sud de Montréal. Okay. Ils ont des intervenantes attitrées. Ils vont devoir faire entre 1 et 8 séances individuelles pour voir... OK, il n'y a pas qu'une journée, là. Non, pas du tout. C'est vraiment sur un processus, un continuum de 9 à 12 mois que la personne va devoir être engagée et qui va, justement, pour ça qu'on parle de conscientisation, comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller magasiner, va vouloir acheter des services sexuels. Souvent, il y a des problèmes sous-jacents à ça. Donc, c'est des sexologues formés qui vont pouvoir les accompagner à travers ce processus-là. Okay. Et au moment où est-ce que la personne a terminé le processus, l'évaluation est transmise à la procureure de la Couronne et ensuite de ça, c'est elle qui va proposer au juge que le rejet des accusations soit fait. Donc, la personne n'aura pas de dossier criminel. OK. Nous, on pense, moi, je viens de la prévention, je pense aussi, je suis convaincue qu'il faut absolument aller vers l'explication de ce phénomène-là à travers juste j'ai un besoin ici, aujourd'hui, maintenant, et je veux le combler. Oui. C'est pour cette raison-là que ça marche la vie. Vous m'avez parlé d'une journée de sensibilisation type, comment ça ressemble. J'ai participé la semaine dernière à une journée de sensibilisation. En fait, il y a différents partenaires, des sexologues, des procureurs de la Couronne et de la Défense qui vont venir expliquer la loi dans son ensemble au niveau de la marchandisation de services sexuels, mais aussi par rapport à la sollicitation à des fins d'achat de services sexuels. Il faut mentionner que le fait que de texter avec une personne, pas nécessairement sans avoir eu la relation sexuelle, c'est une infraction au code criminel. Donc, c'est important que la population soit au courant et c'est pour ça que nous, ça fait longtemps qu'on souhaite qu'il y ait une campagne de sensibilisation. Les gens ont besoin de le savoir. C'est un petit peu dans une zone grise souvent. Ouais, je fais rien de mal, je texte. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui vont dire, pourquoi que ça existe? Ça fait longtemps que ça existe. Puis notre but dans cette journée de sensibilisation-là, c'est vraiment de les amener à réfléchir un petit peu plus sur quels sont les risques au niveau des infections transmises sexuellement. Quels sont... les différences entre c'est quoi un besoin, c'est quoi un désir. Donc, nos sexologues vont pouvoir être là. Il y a des interventions un petit peu toute la journée. Donc, on va dans le personnel également. On va dans le personnel. Travaille sur soi. Exact. Parce qu'ultimement aussi, il y a le crime organisé autour de tout ça. On soutient quelque chose en faisant ça aussi. Puis, on soutient, en tout cas, Puis c'est souvent ce que les gens vont pas observer. Ils vont nommer, moi, j'ai vu qu'elle était indépendante, j'ai pas été réfléchir un peu plus loin. Puis on dit, mais pensez-vous vraiment qu'elle vous l'aurait dit? S'il y avait un trafiquant derrière, puis au-delà de ça, toutes les répercussions de avoir 7, 8, 9 clients par jour, il y a des
il y a des conséquences au niveau traumatique, il y a des conséquences au niveau sexuel, il y a des conséquences au niveau du comportement, il y a des conséquences au niveau de la dissociation. C'est pas anodin comme affaire. Là. Exact. Tout, là. C'est pas, on n'est pas dans l'anecdote, c'est au-delà de tout ça. Exact. Donc, c'est de prendre connaissance de ce phénomène-là et de nommer aussi qui contribue au fait qu'il y a des trafiquants qui vont vouloir aller tirer un bénéfice de la sexualité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est de mettre ça en place et à la fin de la journée, il y a une survivante de l'exploitation sexuelle qui vient leur rendre un témoignage qui, je dirais, est un effet choc parce que c'est une personne qui l'a vécu, qui vient leur expliquer en vrai, quand tu rentres dans la chambre, voici comment je me sens, voici qu'est-ce qui s'est passé avant, voici... vous étiez le combientième, etc., pour mettre un peu la réalité de vous étiez pas l'élu de la journée puis elle vous attendait pas depuis toute la journée. J'ai une pensée à Jean Perra pour le film Noémie dit oui. Ça représente quand vous me racontez ça, il y a bien... quelque chose, je sais pas si vous avez vu ça chez vous à la maison, mais c'est un film coup de poing, un film québécois qui est assez récent quand même, où on parle de prostitution juvénile, on parle du Grand Prix du Canada, mais on voit, c'est vu par l'œil. C'est une caméra subjective où on voit les clients s'amener et l'espèce d'enfer que ça peut représenter également. Bien, les profils aussi, et ce qui est amené au moment de cette journée-là, c'est de dire aux participants, imaginez-vous une journée typique d'une personne qui rentre dans votre chambre, vous ne savez pas c'est qui, vous ne savez pas ce qu'elle va faire, vous ne savez pas quel comportement elle va avoir. Puis je pense que dans le film Noémie dit oui, il y a des gens qui vont être choqués par le fait qu'elle est mineure. Par contre, là, on parle de services sexuels majeurs. La majorité des personnes qui vont avoir marchandé leur service sexuel, c'est souvent environ à l'âge de 15 ans, une première porte d'entrée. Donc, à 18 ans, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on fait? Est-ce que c'est par choix ou par manque de choix qu'une personne est née là? Et c'est pour cette raison-là que notre équipe intégrée existe, soit au niveau de la plainte, si la personne ne veut pas aller au niveau de la plainte, mais de l'accompagnement dans les multiples facettes des difficultés qu'elle peut rencontrer. Qu'est-ce qu'on met dans un CV quand ça fait 5 ans qu'on est dans cette industrie-là? Comment on peut avoir accès à un logement? Donc, c'est pour ça qu'Élisabeth, notre travailleuse sociale, est vraiment une perle rare à avoir avec nous pour faire de l'intervention et aussi de travailler, comme je vous ai nommé, la triangulation de ce phénomène-là, entre autres à travers les journées de sensibilisation pour l'achat de services sexuels. Est-ce qu'on est en mesure, en terminant, est-ce qu'on est en mesure de vérifier des chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent, des statistiques? Je sais, c'est bête comme chiffre, mais peut-être ça peut faire image pour les gens qui nous écoutent. Bien, en fait, les statistiques, ce projet-là, qui est chapeauté par le ministère de la Sécurité publique, a un projet de recherche associé jusqu'en mars 2026. Okay. Donc, on a une chercheure qui est là, qui chapeaute tout ce programme-là pour voir les bénéfices. Bien évidemment, une personne qui va participer à ce programme-là, ce n'est qu'une seule chance, une seule chance dans sa vie. On va se le dire qu'après ça, c'est un dossier criminel automatiquement. On pense que de travailler sur la compréhension du phénomène, sur la sensibilisation, ça a un impact sur la récidive. Peu ont récidivé à date depuis qu'on a mis la mesure de rechange en place. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il va falloir poursuivre la recherche. Aussi, ces gars-là, ils sont conscients qu'ils ont une chance inouïe, là. Hein? Définitivement. Parce qu'après ça, c'est autre chose, là. Définitivement. Donc, comme je vous ai nommé tantôt, ça se fait à travers le Québec. Il y a d'autres actions qui sont mises en place au niveau du Canada, mais au Québec, le ministère de la Sécurité publique est en charge de cette campagne de sensibilisation, de mettre en place les projets CEIS, comme je vous l'ai expliqué, et les retombées, si on peut le nommer comme ça, comme je vous l'ai nommé tantôt, 220 personnes sur le territoire longueuillois ont été arrêtées. 220 personnes en combien de temps? Depuis 2022. Depuis 2022. On a fait différentes opérations policières pour pouvoir procéder à l'arrestation et voir qui sollicitait des services sexuels. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que de la sensibilisation, il n'y en ait plus. On en fait au niveau de nos jeunes. On veut travailler en amont. On a différents services qui sont offerts aussi au niveau de notre jeunesse
pour avoir un continuum de services pour justement comprendre les impacts de ces choix-là. On met souvent de l'avant que c'est des personnes, des femmes qui vont offrir des services sexuels. Il y a aussi les garçons, ils le font pour des raisons différentes. C'est souvent beaucoup plus marginalisé parce qu'il y a peut-être l'aspect homosexualité. Donc, on a beaucoup de travail encore à faire au niveau de la clientèle, autant pour les personnes qui ont des vulnérabilités, qui pourraient offrir leurs services sexuels, ceux qui vont les trafiquer, qui vont en tirer un avantage. Mais je pense que la pierre angulaire de ce phénomène-là, c'est le client et c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Voilà. On s'arrête un petit peu, le temps d'une courte pause. Connaissez-vous le SPAL? On continue, évidemment. Agent Jacqueline Pierre qui est avec nous, agent également Fanny Perra. On parle... Une question du public? On y va tout à fait. On va faire ça. Il y a une question du public. Avez-vous une politique au SPAL de diversité, d'égalité et d'inclusion? Hein, c'est sûr, on en parle énormément ces temps-ci. On voit ce que nos voisins du Sud font. On repousse tout ça, puis ça n'existe plus du coup. Ici, comment on vit ça? Comment on gère ça? En ne parlant pas du SPAL, en termes de la Ville de Longueuil, on n'a pas encore la politique DEI d'appliquer. Par contre, il y a des gens en formation prochainement qui vont y aller pour que ce soit appliqué. Okay. Maintenant, au niveau du SPAL, comme je vous dis, on n'a pas cette politique-là. Par contre, au niveau du recrutement, on a un volet recrutement qui va s'adresser aux AEC, donc les personnes qui sont ciblées par la diversité. Okay. Donc, c'est vraiment recrutement, AEC, diversité. Puis, on n'a pas de quota à remplir nécessairement. Donc, on va se présenter dans des kiosques à Montréal, autant qu'on peut en faire ici, au Cégep, à l'École nationale de police, où on va vraiment là, tendre la main auprès des diversités, que ce soit ethnique, que ce soit culturel, que ce soit... peu importe la diversité. Neurodivergente aussi. Tout à fait. Oui. On est ouvert à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que des emplois d'agents sur le terrain, là. Non. En tant que policier, oui, c'est sur le terrain, mais c'est sûr qu'au niveau civil, il y a plein d'autres postes possibles. Donc, on n'a pas de politique, mais on a un recrutement qui vise la diversité, puis il n'y a pas de quota à remplir. En résumé, c'est ça pour répondre à la question de l'auditeur. Puis en ce moment, juste pour donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas de quota, ils ne disent pas on a besoin de tant de personnes de la diversité ethnique, de la diversité de gens qui vivent avec un handicap, etc. Non. Donc, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de ça d'établi, puis que j'en vois pas un dire « OK, il y a 2 personnes asiatiques au SPAL. » Bon, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix de remplir un quota. Il n'y a rien de ça ici. OK. Si vous remplissez les critères vous le faites-vous dire? Y a-t-il des gens qui vous le disent? Non, j'espère que non. En tout cas, mais je me dis que si la question s'est rendue chez vous, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, mais sachez que tous les policiers engagés, ils ont la formation requise et ils ont les compétences pour être policiers aujourd'hui. Ils ont passé à travers les mêmes processus qu'une personne québécoise née ici, je sais pas moi, un Francis Tremblay, peu importe, là, je lance un nom au hasard, qui a fait le processus de 3 ans technique policière, qui a fait les 15 semaines de formation à Nicolet. Tout le monde va vivre un peu la même chose. C'est la note, puis mais c'est ça, il faut passer par Nicolet, oui. Il faut avoir la formation policière du Québec. Donc, c'est vraiment ça qui se passe en ce moment. Puis, comme tantôt, je parlais là, des volets de recrutement différents, en ce moment, le recrutement, c'est des entrées ciblées. C'est quoi entrée ciblée? Ouais. Ce sont toutes les personnes qui, en ce moment, sont au cégep en technique policière ou qui sont à l'École nationale de police. C'est des promesses d'embauche. Ce sont des promesses d'embauche qui sont données. Donc, ça, c'est le recrutement qui est en cours. On est déjà à plusieurs les gens veulent-tu venir travailler à Longueuil et dans le Grand Montréal? Y a-t-il du monde qui fait « Non, moi, je ne vais pas là. Il y en a, c'est sûr. Je veux pas me battre tous les jours. » là. On n'en entend pas parler parce qu'ils ne viennent pas chez nous, mais il y a quand même un bon engouement. Comment? Ça existe comme mentalité. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui préfèrent rester dans leur ville natale. Aussi. Il y en a qui aimeraient mieux rester au Saguenay, qui aimeraient plus être à Lévis, qui aimeraient plus être sur une réserve, par exemple. Je pense que chaque organisation a son plus, a des côtés négatifs. Exemple, à Montréal, un des côtés négatifs, c'était au niveau du stationnement. C'est un policier qui va travailler le matin, il faut qu'il s'arrange pour stationner sa voiture à quelque part. On parlait d'un irritant à ce niveau-là. Okay. Donc, nous, on se dit, à Longueuil, on a un stationnement de prévu pour les employés, venez chez nous. T'sais. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il faut traverser un pont. Fait qu'il y a des avantages. Les gens vont aller vers l'organisation qui va juste combler leurs besoins le plus possible. Tout à fait. Autre question du public. Oui. Existe-t-il à Longueuil, comme ailleurs peut-être aussi, des trappes à tickets? Est-ce qu'il y a des endroits où dire, OK, on va faire de l'argent si on se cache là? C'est pas la première fois que je l'entends, ça, l'expression, le terme trappe à tickets. Moi, je me dis, en tant que citoyenne, je ne suis pas policière, puis je vois toujours le même policier à la même intersection qui intercepte le même nombre de véhicules. Le même nombre? Je me dis, aussi. Non, le même nombre. Mais je me dis, il y a sûrement une raison. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il y a
ils interceptent autant de gens. Pourquoi ils émettent des constats? Bien, c'est parce qu'il y a une problématique. Donc, je redirige vers les endroits qui sont accidentogènes. L'opération Impact, on est venu à votre micro, on a parlé sur les réseaux sociaux. On a une opération Impact à Longueuil pour vous montrer à quel point c'est pas le but, là, c'est pas donner l'étiquette. On passe une semaine complète à faire de la prévention. Donc, on va à des intersections spécifiques où on sait qu'il y a des collisions, où on sait que c'est accidentogène, où on sait que c'est problématique, une responsabilité qui est partagée autant les piétons, les cyclistes, les véhicules. On se présente à ces endroits-là, on fait une semaine de prévention en disant « Faites attention, la semaine prochaine, on va se présenter, il va y avoir des constats d'émis. » On l'a fait plusieurs reprises ici. Hein? La semaine prochaine, faites attention, bon, mais c'est ça. l'ont dit. Merci. Donc, imaginez à quel point on est transparent. Ouais. Donc, notre but, c'est pas vraiment de réprimander les gens, c'est de changer un comportement. Donc, la fameuse affaire qu'on voit des fois, là, le chef qui est en avant dit là, « Bon, on est chiffre par rapport à l'an dernier de tickets, les amis, ça fait pitié. On a besoin d'un petit peu plus d'argent, d'un petit peu plus d'entrée d'argent. » La priorité organisationnelle du SUPAL en ce moment, c'est vraiment viser les intersections, les endroits accidentogènes. Okay. La dernière fois, c'était les écoles, c'est par rapport aux autobus scolaires. On a vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là. On est rentré dedans et on a fait une opération vraiment qui était concentrée sur cette problématique-là. Donc, dites-vous que si le policier est là, il y a une raison. OK. Donc, ça, c'est noté. L'argent, puisque c'est une sous-question, oui. Agent Perra a noté quelque chose puis qui a allumé quelque chose dans ma tête. Agent Perra disait que l'argent, en fait, les gens qui suivent la formation 16, bien, il y a une amende reliée à ça, puis ça s'en va directement à des fonds spécifiques. L'argent des contraventions, ça va où? Les gens qui vont gérer ça, c'est au niveau de la ville. C'est pas les policiers qui ont ça chez eux. Il n'y a pas un fonds dédié pour quelque chose, pour une cause ou quoi que ce soit. Ça s'en va à la ville, tout simplement. C'est la ville, puis je ne peux pas vraiment m'aventurer, considérant que je ne m'occupe pas des livres. Là. Mais la question vient là, comme ça. Là, oui, mais non, c'est ça. C'est pas, pensez pas que le policier qui donne un constat d'infraction, qui remplit un quota, là, selon les rumeurs puis les ouïs-dire, va avoir un pourcentage dans ses poches, dans son salaire ou quoi que ce soit. Ça va à la ville, ce sont des fonds publics, ça revient à la ville. Donc, indirectement, dans vos poches à vous. OK. Je pourrais dire ça comme ça. C'est noté. Puis pour finir, juste vous... en fait, je dis aux Donc, notre ville est plus riche, du coup. Bien, vous contribuez. Voyez-le comme ça. Donc, n'oubliez pas, envoyez les questions à M. Gaudreau. Oui. On est à l'écoute. On a hâte d'entendre les questions. 438-500-1033, c'est par texto. 438-500-1033, je les prends. Puis une fois par mois, je vous les achemine. Puis ça va nous faire plaisir. Le mois prochain, on est là. Merci énormément. Bienvenue. Merci. Donc, on parlait à l'agente Jacqueline Pierre et à l'agente Fanny Perra du SUPAL. Merci de votre visite. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir été là. On peut récupérer tout ça, fm1033.ca dans les prochaines heures. Voilà.